les autres, pour en arriver à la liberté. Vous nous avez quelque peu allumé, je dirais, le mercredi dernier, en nous disant qu'il n'y avait aucune liberté nulle part. Sur cette antenne, ce sont des choses qui font sauter. Oui, mais j'y peux rien. Hein, moi, ça, justement, si vous êtes vraiment libertaire, vous admettrez que je puisse avoir une opinion différente de la vôtre. Mais vous êtes là encore ce soir. Non, ce que je crois, c'est que la liberté, je le dis souvent, la liberté commence où commence l'ignorance. À partir du moment où vous connaissez les lois vous n'êtes plus libre, vous êtes bien forcé de vous soumettre à ces lois. Et c'est un terme dangereux quand même, on a fait tuer des millions. Quand je dis des millions, je suis sans doute au-dessous de la vérité. Depuis le début des temps, au cri de liberté, on a fait zigouiller des quantités de gens. Et quand on commence à comprendre comment une personnalité humaine est bâtie, comment elle fonctionne, on s'aperçoit qu'il est bien difficile de croire à une liberté. Alors, c'est un terme dangereux en plus. Je crois même avoir eu déjà l'occasion de le dire ici. C'est un terme dangereux parce que qu'est-ce qui est libre? L'ouvrier n'est pas libre, c'est le patron et le cadre supérieur qui est libre. Et bien sûr, ils ont... Bah si, mais non, mais... Bon. Dites-leur qu'ils ne sont pas libres. L'ouvrier dira, je suis pas libre, moi, je veux conquérir ma liberté. Mais le patron dira, moi, je suis libre. Hein. Puis le cadre supérieur aussi. Bien. Donc, vous voyez déjà ce que c'est suspect comme terme. D'autre part, s'ils sont libres, ils sont responsables. L'ouvrier n'est pas responsable, il obéit. Tandis que le patron, ou le dominant, si vous voulez, il est responsable parce qu'il est libre. Et s'il est responsable et qu'il réussit son ascension hiérarchique, il sera récompensé. Récompensé, remarquez bien, sa liberté consiste à être conforme à ce que la socioculture attend de lui. Si à ce moment-là, s'il n'était pas conforme, il ne serait pas récompensé. Et j'ai dit souvent aussi que, je dû le dire ici aussi, que j'aime beaucoup cette comparaison que le PDG et le clochard sont libres d'aller se coucher sous les ponts, mais que le clochard qui en profite, pas le PDG. Bon. Et alors on tombe sur une notion qui est celle... C'est vraiment parce que vous voulez à tout prix évincer le terme liberté. Non, attendez, j'y arrive. Non, j'essaie de l'amputer de tout ce samigondi, de cette soupe de jugement de valeur. Et puis on verra après ce qui reste. Bon, on débouche sur l'intolérance, parce que si vous êtes libre, vous n'avez pas choisi librement l'erreur, vous choisissez la vérité. Bien, l'autre est libre, il choisit l'erreur, il n'est pas d'accord avec vous. Donc, il a choisi librement l'erreur, donc il reste plus qu'une chose, c'est qu'il faut le tuer. Bien. Alors, l'intolérance, elle est là, elle est dans cette notion de liberté. Si vous savez que vous n'êtes pas libre, non seulement d'agir comme vous le faites, de penser ce que vous pensez, vous savez que vous avez conscience, si vous savez que vous êtes bourré uniquement de préjugés, de lieux communs, de jugements de valeur qu'on a foutus dans votre âme depuis votre naissance et dont on n'arrête pas à vous dépatouiller, que l'autre est dans le même cas que vous, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son rôle, sa fonction, il n'est pas plus libre que vous. À ce moment-là, vous devenez tolérant. Mais sans ça, c'est pas ça la liberté. Alors, si on veut appeler liberté, moi je vois pas pourquoi on conserve le mot d'ailleurs, enfin, liberté chérie, si on conserve le terme de liberté pour ce qui est propre à l'homme, à savoir la possibilité d'imaginer des structures nouvelles, des comportements nouveaux, en face des processus anciens, des automatismes culturels, à ce moment-là, je veux bien. Mais même ce processus imaginaire, il est motivé. Vous n'imaginerez pas quelque chose si ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas intéressé. Intéressé, c'est votre survie qui est en cause. Votre survie, elle est très camouflée. C'est votre bien-être, nous en parlons tout à l'heure. C'est le principe du plaisir freudien, etc. Bon. Et puis, il faut que, pour imaginer, il faut avoir appris. Un enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer parce qu'il n'a rien appris. Et si vous apprenez, c'est encore très peu libre, puisque c'est la socioculture, c'est votre environnement, ce sont les autres. On a passé sur les autres.
Vous n'avez dans votre système nerveux que les autres. Un enfant qui est en dehors de tout milieu social ne devient jamais un homme. Donc, c'est entièrement déterminé par les autres ce que vous êtes. Et quand vous mourrez, c'est les autres que les autres ont mis dans votre exceptionnel, unique. Chaque homme est unique. Mais c'est ce que les autres ont mis dans ce coin d'espace-temps qui est votre système nerveux depuis votre naissance qui meurt. Et quand vous perdez un être cher, c'est aussi l'autre qui était inclus dans votre système nerveux et qui maintenait votre équilibre biologique, votre plaisir. C'est l'autre. Bien sûr, une amputation de cuisse sans anesthésie. C'est vous que vous plaignez, c'est pas l'autre qui est mort. Hein, c'est la souffrance que vous éprouvez, c'est la souffrance de perdre quelque chose auquel vous étiez lié par le plaisir, par l'attachement, par l'habitude, par tout ce que vous voulez. Bon. Il suffit de savoir, ce n'est ni bien, je le répète une fois de plus, je le répéterai jamais assez, les choses se contentent d'être. Elles ne sont ni bien, ni mal, ni belles, ni laides, elles sont simplement, ce sont les jugements de valeur que nous leur donnons, et toujours par rapport à nous, ou par rapport au groupe social dans lequel nous sommes inclus. Quand vous savez ça, prenez une certaine distance avec les événements de la vie, et vous savez que vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est quand même peut-être une possibilité d'échapper à quelques-uns, sinon à tous, on peut rêver, de ces déterminismes. En les utilisant, bien sûr. Je reprends parce que je ne vais pas chanter à chaque fois, je l'ai dit 100 fois, ça m'ennuie d'ailleurs au bout d'un certain temps de répéter toujours les mêmes comparaisons. Mais j'ai dit souvent, que je même le dis dans le film de René, que vous n'irez pas sur la Lune si vous ne connaissez pas les lois de la gravitation. Si vous ne connaissez pas les lois de la gravitation, là, vous ferez comme Ika, vous mettrez des ailes dans le dos, vous casserez la gueule. Bon. Mais à partir du moment où vous connaissez les lois de la gravitation, vous obéissez aux lois de la gravitation, vous allez sur la Lune. Parce que vous imaginez la façon de pouvoir utiliser ces lois pour vous sortir de l'attraction terrestre. Mais tout notre comportement n'est que ça. Si nous n'inventons pas chaque instant de notre vie par rapport aux déterminismes auxquels nous sommes soumis, si nous ne sommes pas créateurs à chaque... Et pas créer, c'est pas simplement créer de la peinture, de la musique, de la poésie, etc. C'est créer sa vie quotidienne par rapport aux autres. Et c'est tout. Alors là, est-ce que c'est une liberté? Non. Je ne veux pas puisqu'elle est motivée par un déterminisme biologique foncier, elle ne peut s'exercer qu'avec un apprentissage. Et plus vous aurez appris de choses, plus vous serez libre d'utiliser ça, si vous ne restez pas automatisé parce que vous avez appris, si vous ne pensez pas que c'est la vérité, si vous le remettez en question sans arrêt. À ce moment-là, vous serez peut-être libre d'imaginer quelque chose, mais ce ne sera pas gratuit, jamais gratuit, c'est pas libre. Venons-en pragmatiquement aux structures qui régissent la vie sociale actuellement. Elles sont, selon nous, libertaires, très, très, très coercitives. N'y a-t-il pas une part de liberté dans le projet ou dans l'exécution de ce projet, comme on a pu le connaître historiquement en Espagne 36-39, etc., que de casser les structures autoritaires qui régissent notre vie sociale pour en instaurer d'autres, laissant plus large initiative à l'individu? C'est peut-être pour vous ramener le terme de liberté à des choses pragmatiques. Non, je pense que... Non, mais je vous ai raison, je suis pas... Au contraire. Hein, je suis très peu. Je pense que nous vous rejoindrons certainement, je termine si vous permettez, nous vous rejoindrons certainement dans la démythification du terme liberté, d'accord? La liberté grand L au nom de laquelle on commet, chacun le sait, nombre de crimes. Ce que je voudrais bien faire comprendre, bien sûr, et vous avez raison, on s'aperçoit ce qu'est la liberté quand on l'a perdue. Hein, mais c'est pas ça le problème. C'est que la liberté par rapport aux autres, oui. D'accord. Mais la liberté par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas libre dans vous-même. Vous êtes entièrement automatisé dans vos pensées, dans vos jugements, dans tout ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas libre à ce moment-là. Et c'est cette liberté-là qui permet d'avoir la liberté par rapport aux autres. Si vous n'avez pas acquis d'abord cette liberté par rapport à vous-même, par rapport aux autres, c'est-à-dire à ceux qui sont entrés dans votre système nerveux depuis votre naissance, comment voulez-vous être libre à ce moment-là par rapport aux autres? Si vous voulez, je dois parler sur un film, je ne sais pas d'ailleurs si je l'accepterai, je vais voir d'abord les séquences, sur l'un de mes amis cinéaste qui fait un truc sur la prison de la santé. Mais, bien sûr, quand on est en prison, on n'est pas libre par rapport aux autres. Mais, avec un peu d'imagination, on peut être parfaitement libre et manipuler son imaginaire et foutre le corps, être en fuite. Il n'y a pas besoin de sortir de la prison pour être en fuite. On peut être en fuite à partir de soi-même, quand on sait ce qu'on est.
C'est une vieille technique de survie pour nombre de prisonniers. Exactement. Je voudrais que l'on revienne à quelques termes. Enfin, je suppose qu'il ne faut pas y voir dans ce que vous venez de dire une justification quelconque de l'enfermement. Ah non, C'est pas une question que je vous pose. Je voudrais qu'on revienne à une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est celle de tolérance et d'intolérance. C'est aussi, comme liberté, un terme qui traîne à son derrière une sacrée crotte. Oui, il est beaucoup plus précis pour moi dans le contenu, disons sémantique pour faire sérieux. Ça est plus sérieux. Le contenu sémantique que je mets dans le terme de tolérance ou d'intolérance est beaucoup plus précis. Dans celui de liberté, je ne peux rien mettre. Bon. Dans celui de tolérance, c'est la possibilité de supporter que le projet de l'autre puisse s'accomplir sans que vous lui interdisiez parce que votre projet n'est pas conforme au sien. C'est ça la tolérance. Bien. Comment voulez-vous le faire à partir du moment où vous êtes persuadé que vous avez détenu la vérité et que l'autre est persuadé qu'il la détient aussi? Pas de moyen. Et vous ne pouvez le dire que quand vous savez que vous êtes entièrement déterminé. Déterminé, c'est pas la déterminisme de la fin du 19e siècle, c'est pas parce que je soulève ce paquet de cigarettes, si j'ouvre les doigts, il va tomber par terre parce qu'il est déterminé par les lois de la gravitation. Bon, c'est pas ça, la liberté, le déterminisme. Le déterminisme, ça se boucle, et les facteurs sont si nombreux qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Mais ça ne veut pas dire que ça soit du hasard, ou que ça soit de la liberté. Il n'y a que les physiciens actuellement qui croient découvrir la liberté au niveau des particules élémentaires. Laissons passer quelques années. On a cru les trouver déjà, la liberté dans la cellule, puis ensuite un peu plus en dessous. Maintenant, c'est au niveau de la particule élémentaire. Bon, je veux bien. Mais ça m'étonnerait que depuis le Big Bang originel, il y ait eu quelque chose de libre dans le cosmos. Ça me semble un peu étonnant. Et pour en arriver à vous et moi, et à tous les autres qui nous entourent, à les 4,5 milliards d'individus de la planète. C'est pas rien. Bah oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tolérance à des dominés? À des dominants? Non, à des dominés. À des dominés? Les dominants, eux, en parlent beaucoup, oui. Oui, bien sûr. Bah, et comment? Oui, ça vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que je pense que je suis fondamentalement non violent. J'aime beaucoup le man, j'apprécie énormément l'aspect qui est une violence. La non-violence est une violence aussi. Mais ce que j'apprécie dans la lutte non violente, c'est la possibilité de faire aboutir, de se faire entendre finalement. J'ai dans la colombe assassinée, dont on parlera sans doute la dernière séance, j'ai dit un truc qui a pu révolter un certain nombre de personnes. Je dis que, pour moi, j'ai une certaine tendresse pour les terroristes. Et alors, vous voyez que... Vous ne parlez pas de ceux d'État? Non, je parle justement, je l'oppose à celui de l'État. Le terroriste, c'est celui qui... On n'entend plus la parole, on ne l'écoute pas. Il n'est pas conforme, et son projet, il voudrait le faire aboutir, il voudrait qu'on l'entende, qu'on l'écoute seulement, même pas le faire aboutir, qu'on l'écoute. On ne l'écoute pas. Et il arrive à ce moment-là à être violent, avec une certaine, je dirais presque une certaine aristocratie, parce qu'il n'a pas son nom sur un monument aux morts. La foule ne défile pas devant son tombeau en priant, et non, il est honni, détesté par tout le monde. Bien. Mais il n'était pas libre. Oui, non, en général, c'est un affreux goujat, c'est un affreux jojo. Et en fait, il le fait parce qu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler. La seule façon qu'il ait de se faire entendre, c'est l'acte violent. Donc, vous voyez, mais je crois que ça, c'est une erreur aussi. Parce qu'il n'arrivera à rien. Je pense que la façon de faire réaliser, de se faire entendre, ou allons au Foulcan, oui. Au Foulcan, on devient créateur, mais on ne devient pas terroriste. On fait Schumann, on fait Van Gogh, on fait tout ce que vous voudrez, Cantor et les autres. On fout le camp dans l'imaginaire et dans la création. Je pense que l'action violente n'est pas payante, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, et qu'il ne faut pas essayer de convaincre, de transformer. Mais quand vous voyez que les autres ne nous entendent pas, ça vaut pas le coup. Je vais être très terre-à-terre. Oui, soyez terre-à-terre. Oui. Face à un coup d'État militaire, bien sûr, faut-il se mettre à jouer du violon? À quoi? À jouer du violon ou du piano ou garder les chèvres
Je ne me suis jamais trouvé devant un coup d'État militaire. Et Dieu sait s'il y en a eu pourtant. Mais enfin, c'est trouvé que j'ai fait une guerre honorable, mais je suis un héros de Dunkerque, vous voyez le genre. Et puis ensuite, j'ai fait le débarquement de Méditerranée. Enfin, bref, je ne me suis jamais trouvé devant un coup d'État militaire. Je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que je foutrais le camp. Je partirais. J'irais ailleurs. Ça me déplaît. La violence est tellement bête. Ça ne veut pas dire que je prendrais ces gens-là pour intelligents. Je les prendrais pour plus con que moi-même. Mais je ne peux pas sentir cette violence pour faire aboutir un projet différent de celui qu'on veut m'imposer. Hein, je préfère foutre le camp. Alors justement, j'en arrive à une question d'auditeur. Comment se fait-il que certaines personnes puissent accepter la dominance et s'y complaire? Est-ce par aliénation ou y a-t-il même recherche de soumission? Ah bah oui, alors ça c'est une excellente question. Alors là, c'est peut-être la meilleure de toute la soirée. Hein. Bien sûr, quand on se dit on se charge de vous, vous occupez de rien, hein, vous aurez vos assurances sociales, votre etc. Bon, alors maintenant c'est bien, il y a des périodes de crise comme actuellement où évidemment tout le monde n'est pas. Mais c'est tellement facile de se décharger sur un dominant, sur un pouvoir, de ce dont on a envie, en espérant qu'il va vous le donner. C'est commode. Ça supprime l'angoisse. L'angoisse, je crois qu'on l'a eu dès la première émission, l'occasion d'en parler, c'est l'émission de l'action. Alors, l'émission de l'action, elle peut venir de 36 façons. Elle vient soit parce que vous avez une pulsion puis un interdit qui vous le bloque, parce que vous avez un déficit informationnel. Et là, vous avez des déficits informationnels. Vous n'êtes pas économiste, vous faites vos roulements à billes chez Renault, vous ne comprenez rien à l'économie, ou alors vous en connaissez une, l'économie marxiste, hein, bon, parce que vous avez été engrammé de façon à celle-là. Mais Keynes, Galbraith, les autres, vous ne connaissez pas, parce que ça ne rentre pas dans votre signifiant. Bon. Et finalement, vous êtes paumé. Donc vous dites, ah, il y a un gars qui me dit qu'il sait, lui, qui va me tirer l'affaire. Bon, bah, votre angoisse disparaît, vous lui faites confiance. Et à ce moment-là, vous devenez soumis. Et vous êtes tout heureux d'être soumis parce que votre angoisse disparaît. C'est la même chose d'ailleurs pour la religion telle qu'on la connaît. C'est pareil. Hein, c'est parce que on vous dit, écoutez, soyez peinards, hein, on s'occupe de vous dans l'autre monde. Si vous êtes bien gentil, bien conforme, vous aurez le ciel. Bon, bah, à ce moment-là, vous dites, bon, bah, allons-y, quoi, hein. Est-ce que pour vous, la lucidité, c'est le désespoir? Une autre question de l'auditeur. Pas, du tout, du tout. Ah non, non, moi je suis absolument pas... moi je ne suis rien, je suis un des individus, des 4 milliards 500 millions d'individus qui peuplent la planète. Je pense qu'être lucide, au contraire, ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que, là encore, j'aurais tendance à croire que je détiens la vérité, et je ne le crois pas. Ce que j'appelle être lucide, je pense que tout le monde est lucide, tout le monde se croit lucide. Trouvez-moi quelqu'un qui dit je ne suis pas lucide, et envers moi-même et envers les autres. Alors là, ça court pas les rues. Alors celui-là, faut l'enfermer à la santé, c'est le cas de le dire. Hein, tout le monde est lucide, tout le monde se croit lucide. Et moi, je me crois parfaitement lucide. Alors là, hein, mais c'est pas le désespoir, au contraire. La seule chose, c'est que cette lucidité m'éloigne de la bagarre. Je déteste ça. C'est grossier, c'est trivial, et ça n'aboutit à rien. Parce que vous bagarrez contre quoi? Un pouvoir qui a des armes méchantes. Regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous baladez avec des fourches comme mes copains vendéens, mes frères vendéens se sont battus, hein, avec des fourches et des faux. Vous vous rendez compte? Bon, bah, ils se sont fait avoir, 500 000 morts. Bon, qu'est-ce que vous voulez foutre contre le pouvoir? Vous voulez leur imposer la liberté, l'égalité et la fraternité. En 500 000 personnes, ça semblait très fraternel. Et alors c'est ça ce que je veux dire. C'est que vaut mieux foutre le camp, c'est pas la peine de bagarrer. Lorsqu'on a interdit Radio Libertaire, on s'est battu et on a obtenu une plage de liberté qui nous permet d'être ensemble ce soir. Qu'en dites-vous? Ah non, mais si vous... Non, alors là, vous n'avez pas compris le déterminisme tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il avait des chaussettes à clous, ce déterminisme. Mais non, si vous avez du plaisir, si votre plaisir, ça vient de la lutte. La lutte. Final. La lutte. Au final ou pas final, c'est toujours la lutte. Bon, moi je trouve que c'est grossier la lutte. Hein. Même le judo et le karaté, je trouve pas ça. Bon, ça m'enthousiasme peut-être. C'est une certaine élégance, je veux bien. Enfin, vous vous battez pas contre les mitrailleuses ou les machines, les matraques des agents en karaté. En général, il n'y a pas de gens suffisamment nombreux pour sauf en les prenant à refaire. Oui, d'accord. Enfin, faut-il encore que vous connaissiez
c'est le karaté. Bon, ça s'apprend. Hein, et puis vous soyez turneur de judo. Bon, donc finalement, vous êtes toujours couillonné. Le pouvoir détient les armes et la puissance. Donc il faut attendre qu'il passe. Il est en général pas éternel, ce pouvoir. Il se casse la gueule très rapidement. Radio Libertaire 89.5, standard 262 90 51. Henri Laborie, tout à l'heure, vous nous avez dit que lorsqu'on est heureux, on n'a plus de désir, et un auditeur aimerait voir développer cette affirmation. J'aurais peut-être dû d'abord préciser ce que j'entends par désir. Je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est pas dans la conversation, que je distingue de l'envie. Pour me faire comprendre, je dirais par exemple que on ne désire pas une femme, on entend toujours, c'est une femme on la désire pas. Et on en a envie. Ce qu'on désire, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose d'imaginaire, et c'est le Verlaine de tout à l'heure. C'est en ça où le poète peut arriver à dire des choses dont il ne connaît pas les mécanismes, et qui sont absolument étonnantes et géniales. Donc, le désir, ça obligatoirement fait appel à l'imaginaire. Quand vous êtes heureux, comment voulez-vous imaginer, ou alors là, vous êtes vraiment maso, hein, vous imaginez la façon de ne pas être heureux. Hein, vous vous contentez de ce que vous avez, qui vous fait plaisir. Et à ce moment-là, vous n'imaginez pas, donc vous ne désirez plus. Et vous pouvez, justement. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes heureux, il faut désirer autre chose. Hein, ou améliorer dans ce que vous avez obtenu, allez un peu plus loin encore, et imaginez autre chose que ce que vous avez. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la liberté ? Vous disiez que lorsqu'on arrive à un degré de connaissance, on n'est plus libre, parce qu'il y a tellement de lois auxquelles il faut se soumettre. Exactement. Il faut attendre d'arriver à un degré d'ignorance pour recommencer à espérer être libre. Et je dirais plus... Ce qui est à l'heure. Oui, mais je dirais plus, c'est que c'est vraiment être un homme. La seule chose qui distingue l'homme de l'animal, c'est pas les pulsions, ils sont les mêmes, c'est pas la mémoire. Il y a le langage, mais le langage déjà vient du cortex orbitofrontal, gauche pour les droitiers. Mais en fait, ce qui distingue l'homme, c'est la possibilité justement de sortir de ses automatismes par un processus imaginaire. Et alors évidemment, quand vous êtes heureux, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole des nations, l'imbécile heureux. Il est heureux parce qu'il est idiot, il n'a plus de désir, il ne peut pas imaginer autre chose que ce qu'il a. C'est ça ce que je voulais dire. Nous avons passé nombre de chapitres d'éloges de la fuite, et nous en arrivons... C'est un livre intéressant. C'est le vôtre, oui. Et on en arrive au chapitre le travail. Oui. Je pense que c'est très important parce que... Bon... Quoi, de travailler ? Ah non, justement pas important de travailler. Attendez, de quel travail s'agit-il ? Voilà. Je vais partir des choses les plus simples. Et j'espère que, bien que je n'ai pas de dessin à fournir... Ça viendra à la radio. RTL, Radio Télé Libertaire. Bon, alors là, à ce moment-là, vous m'inviterez avec un tableau, c'est beaucoup plus compréhensible. Bon. Promis. Imaginez, c'est facile à imaginer, vous avez un foie. Ça, comme moi. Bon, si vous n'en aviez pas, bien pourri par l'alcool, je veux bien. Hein, vous êtes breton. Bon. Ce n'est pas que de l'imagination, rassurez-moi. Non, mais vous prenez une cellule de ce foie, encore très simple, et vous la mettez en culture. C'est-à-dire, vous lui fournissez ce dont elle a besoin pour garder sa structure. C'est-à-dire rester cellule hépatique isolée dans un milieu de culture. Bien. Elle n'a même pas à se déplacer, vous lui donnez son glucose, ses sels minéraux, etc. Bien. Elle fait un travail, là. Elle se maintient sa structure. À partir de quelque chose qui est extérieur à elle, qu'elle va s'incorporer, c'est un travail qu'on appelle le travail métabolique. C'est un travail.
Mais maintenant, elle doit aller chercher cette cellule, un fibroblast par exemple, doit aller chercher sa nourriture. Il faut qu'il se déplace pour l'englober. Il faut pousser un pseudopode, entourer sa nourriture, qui est dans l'espace où il est, et puis se l'incorporer et le digérer. C'est un travail supplémentaire, un travail mécanique, là, se déplacer. Même pour une cellule, ça demande un effort thermodynamique. Enfin, on parlait de thermodynamie au début. Et ça, un effort. Bien. C'est donc un autre travail que le travail métabolique dont je parlais, c'est un travail de déplacement, d'action sur l'environnement. Bien. Mais là, elle n'a qu'à s'occuper que d'elle. Supposez maintenant que cette cellule hépatique, elle soit replacée dans un foie. Si elle veut rester en vie, il faut qu'elle fonctionne avec le foie. Elle est dans une société, la société des cellules hépatiques. C'est peut-être une société modèle 1901, je n'en sais rien. Enfin, ma foi. À ce moment-là, elle a besoin de communiquer avec les autres pour faire le même travail qu'on lui demande. Dieu sait si un foie, ça fait des choses, des quantités de choses, des quantités de fonctions. Elle va remplir ses fonctions en communauté avec les autres. À ce moment-là, il faut qu'elle échange avec les autres, et à ce moment-là, elle va faire un troisième travail, et qui n'est pas le moindre, celui-là. Elle va coder des molécules protéiques qu'elle va placer sur sa membrane et qui va lui permettre de rentrer en contact avec l'autre. Travail supplémentaire dont elle n'avait rien à foutre dans le cas précédent. Mais comme elle vit en communauté et que sa survie n'est possible que parce qu'elle appartient à un organe, que cet organe appartient à un système digestif, que ce système appartient à un organisme, il est bien évident que c'est une plus-value. C'est-à-dire qu'elle va faire un travail qui ne lui reviendra pas directement, mais qui lui permettra de s'introduire dans une société dès que vous avez un groupement de cellules dans un organe ou d'individus. L'individu est forcé de travailler plus qu'il n'aurait à travailler pour lui tout seul, parce qu'il participe à une structure d'un niveau d'organisation supérieur à la sienne, et qui est celle de la structure d'organes, puis vous arrivez à l'homme. Il y a un travail mécanique à faire, qui l'ennuie souvent, parce que personnellement, je n'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. Je travaillais 15 heures par jour, bien souvent, mais 16 heures par jour. Non. Parce que j'ai fait ce que je faisais avec plaisir, et j'étais motivé à le faire. Mais je comprends beaucoup qu'il y a beaucoup de gens, et des intellectuels, qui répètent la même tâche absurde, toujours la même chose, qui ne changent jamais. Je comprends qu'ils s'ennuient, pas plus, autant au moins que dans la monotonie de leur travail, autant que le manœuvre ou l'IVE spécialisé, faut pas croire. C'est pas parce que vous ne travaillez pas avec vos muscles que vous n'avez pas le droit de vous ennuyer de votre travail. Et ça devient un travail parce qu'il est ennuyeux. Donc déjà, il y aurait à s'étendre sur des tas de choses, sur l'ennui, la monotonie, etc. Bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous fournissez un travail, et ce travail va vous permettre de vivre. De nourrir votre petite famille, de vous habiller, de vous nourrir vous-même, d'habiter, etc. Bien. Et ce travail, c'est la société, comme la cellule hépatique tout à l'heure, quand elle était dans le foie, c'est parce que le foie continue à vivre qu'elle peut survivre, elle. Bien. Et vous aussi. Alors vous allez faire un travail supplémentaire pour avoir le droit d'appartenir à un ensemble social. Et cette plus-value, qui ne vous revient pas directement, elle va elle est nécessaire au maintien de la structure sociale. Alors, où le marxisme a eu raison, c'est que, et sans le voir d'ailleurs en quoi ça consistait, c'est que, bon, la plus-value, c'est ce qui permet aux capitalistes, bourgeois, de s'enrichir, etc. Bien sûr. Mais c'est pas tellement ça qui est grave. C'est la structure qui est une structure de dominance, et que votre travail, votre plus-value, elle va directement au maintien d'une structure hiérarchique de dominance. C'est ça qui est grave. Mais vous pouvez supprimer la propriété privée des moyens de production et d'échange, il y a des pays qui l'ont fait. Et je ne dirais pas que c'est mal, au contraire, je pense que c'est très bien. Mais ils ont retrouvé aussi une hiérarchie de dominance, qui étaient les technocrates et les bureaucrates. Et ils ont pas, leur plus-value n'a plus été décidée par le bourgeois, a été décidée par le bureaucrate et le technocrate. Qu'est-ce qui est changé? Croyez-vous que l'ouvrier de chez Skoda est plus heureux que l'ouvrier de chez Renault? Pareil. Il va faire ses roulements à billes de la même façon. Alors maintenant, il est encore moins heureux, parce que ce travail qui ennoblit l'homme, tu parles,
Hein. C'est même plus lui qui le fait, c'est des ingénieurs qui ont découvert des machines, des robots qui font le boulot à sa place. Alors là, il n'est pas content du tout, vous continuez de travailler à la sueur de son front, parce que c'est ça. Toute la civilisation judéo-chrétienne nous a appris que le travail, c'est la liberté, tu vois, et que d'autre part, il fallait travailler à la sueur de son front. Bon, avec des grands slogans comme ça, qu'on répète de génération en génération, type qui se trouve au chômage, il se prend pour un con, il a plus, c'est une image idéale de lui-même et s'écroule et il est plus valable. Voilà. Or, c'est les robots qui, eux, n'ont pas d'image idéale d'eux-mêmes, qui font le boulot. Je sais que cette remarque va vous plaire grandement. Est-ce que vous ne faites pas du réductionnisme lorsque vous comparez la cellule hépatique à l'homme? Parce que quand même, la cellule hépatique ne peut rien vouloir ni changer à la structure du foie. En revanche, l'homme, si cette structure de dominance ne lui satisfait pas, il peut vouloir une autre organisation. Mais comme jusqu'ici, à chaque fois qu'il l'a voulu, il est retombé sur une structure de dominance, donc parce qu'il ignorait pourquoi il faisait. Hein. C'est pas mieux que la cellule hépatique, c'est pareil. Il n'est pas plus libre que la cellule hépatique, exactement enfermé dans les mêmes slogans, les mêmes idées toutes faites, répétées de génération en génération. Alors de temps en temps, il y a un type qui ajoute quelque chose, puis on croit que c'est lui qui détient la vérité, puis c'est fini, puis on répète ça pendant 200 ans, les mêmes choses. Et la liberté, là on revient sur la liberté, comme vous le dites, hein, ça, je ne vois pas où est ce loge là-dedans. Ben alors, comme toujours, une seule solution, là, parce que bon, on a soif de solutions, c'est normal. Une seule solution, la connaissance. Proudhon, Bakounine, Laborie, bien sûr. Et je crois que c'est la connaissance, c'est pas d'autre façon. J'ai même écrit, c'est peut-être dans la Nouvelle Grille d'ailleurs, que si on donnait, imaginez, qu'on donne à tous les ouvriers spécialisés et aux manœuvres 2 heures par jour, non pas pour les apprendre les immortels principes de 89 ou le marxisme, le léninisme ou les lois syndicales et la défense, la lutte des travailleurs, non pas ça. Lui donner une information généralisée. Commençons d'abord, avant la table de multiplication, le problème des robinets, qui est un foutu de fer, parce qu'il est sorti de l'école communale, parce qu'il l'oublie, mais simplement ce qu'il est. Lui apprendre ce qu'il est, comment il fonctionne, et 2 heures par jour pendant une vie. Vous vous rendez compte que ça serait formidable. Henri Laborie, le sens de la vie. On a l'air de passer du coq à l'âne, en fait. Pas du c'est un autre chapitre, oui. Oui, c'est un autre chapitre, mais c'est pas sans lien. Le sens de la vie, il y en a un? Voilà, vous me posez cette question, il y a tout un chapitre assez long sur le sens de la vie, c'est très long à développer. Le sens, ça veut dire la signification de la vie, c'est ça qu'on entend. Qu'est-ce que ça signifie, la vie? Alors là, je suis forcé de faire de la linguistique, qui est de la biologie d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que quand j'envoie un télégramme, j'ai pris ça comme exemple dans le bouquin, quand j'envoie un télégramme, j'ai des lettres pour écrire des mots, qui ne sont pas placés au hasard. Il faut que je les mette en place, bien en place, sans ça, ça ne voudra rien dire. Puis ces mots s'ajoutent les uns aux autres pour former une phrase. C'est ce qu'on appelle le signifiant. Maintenant, si je vous écris en chinois, vous n'avez pas appris le chinois, vous n'y comprendrez rien. C'est-à-dire que le signifié sera nul pour vous. Bien. Alors, la sémantique, c'est ce qui, lorsque vous émettez un message, un signifiant, va impressionner, transformer le cerveau de l'autre, bien sûr en votre faveur. Vous allez essayer de conquérir, de le faire aboutir à vos idées à vous. Mise en forme, hein, c'est une information. Une information, c'est une mise en forme du cerveau de l'autre. Bien. Mais ce sont 2 choses différentes. L'un ne se touche pas. Le message, la sémantique, ça ne se touche pas. Signifiant, vous le touchez. Vous pouvez les mettre vos lettres en place. Bien, vous l'écrivez. Bon. Le sens de la vie, la signification de la vie. Il y a un signifiant. Dieu sait si j'ai passé ma vie à essayer de comprendre. Non pas de comprendre, à essayer de voir comment il fonctionnait. C'est-à-dire, j'ai étudié la grammaire des systèmes vivants. J'ai passé toute mon existence, ou presque. J'ai essayé la grammaire et la syntaxe. Mais quelle est la sémantique? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, la vie? Alors là... Quelle est la grille? Il n'y a pas de grille. Il y en a sans doute une. S'il n'y a pas de hasard pour moi. Et si vous voulez, vous parliez tout à l'heure de Dieu, tout ce que vous voudrez. Je suis persuadé que la conscience humaine, ce que nous appelons, non, vous m'avez abordé sur le Christ, etc. Bon, je suis persuadé que la conscience humaine n'est pas le fin du fin de ce qu'on peut faire. Il y a mieux que la conscience humaine. Bon. Il y a peut-être mieux déjà, hein, dans d'autres planètes ou dans d'autres systèmes solaires. Bon, ça ne me regarde pas, c'est pas mon boulot. Moi, les astronomes s'en occupent. Mais
qu'est-ce qui m'interdit scientifiquement de penser que l'ensemble du cosmos, ce cosmos qui est en expansion, on ne sait plus d'ailleurs, ça se discute, et qui est fini quand même, bien, il va peut-être se recroqueviller lorsqu'il sera bien expandu, c'est pas impossible. Bon, enfin, je vous dis, ça se discute abondamment. Bien. Qu'est-ce qui m'empêche de penser que ce cosmos n'a pas lui-même une conscience? Que l'humanité ne serait qu'un élément de cet ensemble. Comme ma cellule hépatique depuis tout à l'heure fait partie de moi, je serais bien gêné si je l'avais plus, mais elle ne participe pas de mon discours. Et mon discours, il n'est pas fait pour ma cellule hépatique. C'est vrai que c'est un songe qui envoie un autre. Bah, alors, que vous appeliez cette conscience cosmique Dieu, moi je veux bien, ça me gêne pas, vous comprenez, mais à ce moment-là, il y a un tas de choses si c'est clair. Comme il n'y a plus à se déplacer dans un espace, puisque cette conscience, c'est l'espace et le temps réunis, puisque c'est la même chose, depuis Einstein, on l'a compris. Elle est celle qui est, puis terminée. Alors, le sens de la vie là-dedans, comme si ma cellule hépatique disait, quel est le sens de mon existence? Elle existe, ma cellule hépatique. Et l'amibe, quel est le sens de son existence? Elle essaie de bouffer, de maintenir sa structure. Et ce que je vois, moi, c'est les gens qui essaient de maintenir leur structure, c'est tout. J'ai pas de sémantique à mettre sur le message que je suis en train de décoder. Je fais mon possible pour le comprendre et ne pas trop perturber ce message. Voir comment il s'organise, quelle est sa grammaire et sa syntaxe. Vous n'excluez rien, a priori. Ah non. C'est pas scientifique d'exclure. Une question d'auditeur qui nous fait revenir un peu en arrière, mais ça avait peut-être besoin d'être approfondi. Puis s'il y en a un, statistiquement, s'il y en a un, il y en a d'autres. C'est comme ça. Un auditeur d'un anarchiste n'est pas d'accord avec vous quant à la passivité et la fuite devant les pouvoirs violents. Comment, la question qu'il pose, c'est comment pouvons-nous alors transformer la société avec une telle... Mais on vient de le dire, c'est pas la violence qui la transformera, c'est la connaissance. Non, mais je crois qu'il ne dit pas qu'il faut user de violence pour transformer la société, mais une passivité face à la violence qui n'est pas de notre fait. Est-ce que vous considérez que je suis passif? Je ne le fais pas pour le bien de l'humanité. Je n'ai aucun message à transmettre. Je m'amuse, je vis on avait plaisir. pris un exemple très aigu tout à l'heure, Henri Laborie, face à un coup d'État. Vous nous avez dit, je partirai. Oui. D'autres... je dirais, mais si leur plaisir se vertuer d'avoir leur nom sur un monument... C'est une survie. Si leur plaisir, c'est de rester dans la mémoire de leurs descendants et des citoyens qui les suivront, en disant que ça a été un héros, moi je veux bien. J'ai été un héros, je sais ce que c'est con. Bon, vous pensez que c'est seulement par volonté d'être héros que l'on résiste à l'agresseur? Non, c'est pas par la volonté d'être un héros. C'est vous ne pouvez pas faire autrement. C'est parce que vous avez été engrammé de certaines façons à ne pas accepter ou à accepter, que vous voulez éviter les œufs. Vous ne savez pas, mais vous évitez l'ulcère d'estomac. Alors, chacun a son goût. Si vous êtes libertaire, vous devez admettre qu'il y a des gens qui ne sont pas pour la violence et qui... Ah, mais nombre de libertaires sont non violents. Nombre de libertaires. Par exemple, je prends un autre exemple. Les grèves, c'est vraiment l'exemple de la non-violence, en principe. C'est l'exemple de la non-violence. Les grèves. Les grèves. Ah oui, une grève. Résultat, c'est une non-violence. Or, qu'est-ce que vous voyez? Des syndicats qui se battent. Quand l'un veut la grève, l'autre la veut pas, etc. Ils se bagarrent. Et encore la dominance entre syndicats. Radio Libertaire, toujours l'invité quotidien, Henri Laborie, éloge de la fuite. Il nous reste un large quart d'heure pour fuir encore ensemble. La politique... la politique, Henri Laborie, c'est une belle fuite?
Non. Qui? Oui, bonne question. Les hommes politiques ou quoi? Qu'est-ce que ça vient faire dans la fuite, la politique? Mais la politique, pour moi, comme on dit actuellement d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte, c'est pas la politique politicienne, comme on dit, c'est la vie de la c'est cité. le fait, oui, de s'occuper des relations entre les hommes. C'est la politique. Alors effectivement, elle coiffe, si vous voulez, l'économie, la sociologie, mais aussi la psychologie. Et malheureusement, ça s'arrête là. Et encore, je ne sais pas si beaucoup d'hommes politiques sont des femmes psychologues, et s'ils ont été, c'est pas très grave d'ailleurs, parce que la psychologie de papa, ça va pas très 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 loin. Vous savez, c'est encore un monceau de lieux communs et de, bon, s'il y a des psychologues qui écoutent, ils seront pas contents, alors je m'arrête. Mais, je crois que la politique, c'est ça, c'est l'ensemble des rapports des individus sur cette planète, mais c'est pas simplement à travers un hexagone ou à travers une Europe ou l'Amérique ou l'URSS ou la Chine. La politique, c'est la vision globale, mondiale de l'évolution historique de l'espèce humaine. Qui n'existe pas actuellement parce que tout est totalement émietté. Bah, c'est parti de l'émiettement. Comment voulez-vous que progressivement ça se regroupe? Enfin, si ça se regroupe d'une façon non libertaire, c'est là où vous avez raison, ça se regroupe sous des formes d'État. C'est un groupement, d'accord. Mais si on impose à tout le monde la même chose, je ne vois pas très bien comment on peut évoluer vers une politique mondiale. C'est le cas actuellement, on impose à tout le monde la même chose. Oui, c'est vrai. Alors, je vous répétais une troisième fois, je suis pas gourou. Non, je pense qu'il y aurait des quantités de choses à faire. Mais j'ai écrit un bouquin, je savais, vous l'avez dit d'ailleurs l'autre jour, il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années sur l'autogestion, enfin l'idée pour l'autogestion, la société informationnelle, c'est devenu à la mode maintenant. Je croyais avoir fait un néologisme, mais vous voyez, précurseur encore une fois. Sacré laborie. Bon, c'est bien que se fout de sa gueule à soi-même, quand même. Bon, et de rigoler, bon, ça. Il y avait cette notion qui m'est apparue indiscutablement, c'est que on ne peut pas faire une autogestion dans un seul pays. Je le répète une fois de plus, le socialisme sera mondial ou pas. En attendant, est-ce qu'on peut essayer de commencer à le faire chez soi? On doit maintenant. Oui, mais vous voyez... Nous ne discuterons pas du terme socialisme ce soir, parce que je suppose que ce n'est pas la pâle figure que l'on connaît aujourd'hui que vous évoquez. Non. Est-ce qu'il faut commencer à le faire chez soi? Alors, ou attendre? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la révolution socialiste d'Allende, au Chili. Elle portait quand même Pinochet en elle, comme la nuit et l'orage. Non, oui, mais quand... je veux dire que mes amis sont pas tout à fait de droite, on peut pas dire. Et que quand Allende a pris le pouvoir, comme on dit aussi, oui. Tout le monde a dit bravo, enfin un pays qui fait un socialisme qui ne dépend ni de l'un ni de l'autre, qui n'est pas dépendant. Bon. Pas nous, petite parenthèse. Hein? Pas nous, on n'a pas dit bravo. D'accord. Mais... Et je me souviens qu'à cette époque, j'ai dit, c'est foutu. Il m'a dit, mais tu es un briseur d'idéal, pourquoi, gna, bon. Je dis, bah, c'est foutu parce que un pays qui socialise, c'est-à-dire dont les rapports sociaux dans l'intérieur d'un espace qui était le Chili, qui transforme ses rapports sociaux et qui ne transforme pas ses rapports avec le système environnant, la CIA l'a descendu à toute vitesse, ça n'a pas été long. Toute l'économie du Chili a voulu être transformée à l'intérieur et pas dans ses rapports à l'extérieur. Alors, la seule façon de gagner, c'est ce qu'a fait Cuba. Les affreux Cubains, ils se sont mis sous la dépendance d'un système qui les englobait, qui était capable d'équilibrer un autre système. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné, qu'ils existent en tant que pays. Je pense que c'est ça. Alors effectivement, actuellement, on pense en blocs. Les blocs qui nous amènent à la guerre atomique, ils nous amènent encore. Alors je pense que là aussi, c'est pas la solution. C'est très bien pour Cuba, qui sont heureux. Moi, je suis très content pour eux. Je regrette la révolution chilienne, d'Allende, mais et comme vous dites, ils ont eu Pinochet, ça n'a pas traîné, parce qu'il s'était
On ne peut pas faire d'un sous-ensemble avec une structure nouvelle. C'est comme si ma cellule hépatique voulait se transformer en neurone toute seule au niveau de son foie. Elle ne durerait pas longtemps. Il y aurait un certain nombre de systèmes immunitaires. C'est pas ta place ici. C'est terminé. Tu ne fonctionnes pas dans le cadre qu'on t'a imposé. On puisse mettre en contact dans ces deux pays, au-dessous des gouvernements, les masses, avec syndicales, confessionnelles, tout ce que vous voudrez, et qu'elles puissent discuter. Et puis qu'elles disent c'est trop con, on va pas se faire la guerre. Mais les gouvernements ne pourraient rien faire. Ils pourraient toujours vous dire c'est la réquisition, la mobilisation générale. Terminé. Ça, c'est un fait dont on a pris acte depuis quelque temps, on s'en est aperçu dans le mouvement libertaire, c'est que technologiquement, effectivement, on a les moyens de vivre de manière parfaitement autogérée, pour prendre un terme un peu vulgaire. Oui. Nous préférons gestion directe, mais on a vraiment les moyens de le faire. C'est encore fragile, c'est pas... Et de se passer je rajouterais, de se passer de nations et d'États. Oui, on n'est quand même pas encore là. Ah oui, je ne vous fais pas dire, oui. Non, je vois. J'étais directeur d'une thèse au Québec, une jeune fille qui s'appelle Marie La Rochelle. Bien. C'était sur l'enseignement. Et elle a fait du laborie pendant 4-5 mois à 14 enseignants. Et ils ont découvert ce qu'ils étaient. Ils ne savaient pas. Au début, quand elle les questionnait, ils avaient tous les soirs à faire un petit rapport sur leur journée, qu'est-ce que ça avait transformé dans leur comportement, etc. Bon. Et quand on leur demandait pourquoi ils étaient enseignants, c'était c'est parce que j'ai un métier formidable, je transmets la connaissance, puis ou alors un autre disait c'est parce que j'aime les enfants ou les adolescents. Un autre disait n'importe quoi. Enfin, vous voyez tous les slogans, tous les trucs. Personne n'a dit c'est parce que j'aime bien partinaliser les enfants, je suis le père qu'on aime, qu'on admire, etc. Ou alors j'aime bien m'élever dans une hiérarchie, ou gagner ma vie avec un métier honorable. Tout ça, non, c'est pas bien. Alors, eux étaient persuadés de ce qu'on leur avait dit, qu'ils étaient enseignants pour ça. Et puis quand ils ont découvert qui ils étaient, ça a produit un certain remous pour certains, c'était assez grave. Et alors à ce moment-là, ils ont focalisé, je le dis quand j'étais à sa thèse, ils ont focalisé sur leur nombril, et ils ont découvert que les rapports qu'ils avaient entre l'enseigné, l'enseignant, ça fallait reprendre tout ça à la base, etc. Mais ils étaient dans une institution. L'enseigné était dans une autre institution, qui était la famille. Qu'est-ce que voulaient ces deux institutions? Ils voulaient que la famille, que l'enfant entre dans une, comme je le dis déjà ici, dans une abstraction professionnelle la plus élevée, de façon à faire des machines et beaucoup de marchandises. L'institution l'éducation nationale voulait que l'enseignant lui donne des producteurs de plus haut niveau, le plus scolarisés possible, etc., pour faire des marchandises qui ne soient pas faites dans un autre pays. Et finalement, c'était la société globale qui... Alors finalement, qu'est-ce que vous voulez faire? J'étais forcé de dire que j'étais très heureux si j'avais pu avoir un rôle dans la sécurité sociale des enseignants du Québec, et s'il y avait moins d'ulcères d'estomac à partir de maintenant, et si à partir du moins... Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est changer la société globale. Tant que la société globale d'un État n'aura pas été d'accord avec la société globale de tous les autres États, eh bien, on ne fera rien. L'enseignement sera toujours la table de multiplication jusqu'aux intégrales, et c'est tout. Nous sommes parfaitement d'accord. Objectif numéro 1, l'État. La foi, c'est un dernier chapitre d'éloge de la fuite. En plus, c'est pas la foi, c'est une fois le titre. Pourquoi de ce chapitre? Bon, une fois parce qu'on m'a dit une fois. C'était le titre. Ah oui, c'est vrai, c'est le titre imposé oui, par l'éditeur. Hein. Oui, une fois, parce que ça peut... évidemment, la mienne a été, d'une certaine façon, je serais né en Chine, comme je le dis, sous la dynastie des Yang, j'aurais pas connu le Christ et j'aurais une autre foi. Bon, les gens, je crois que l'angoisse, l'origine de la foi, c'est l'angoisse première, l'angoisse existentielle, l'angoisse de la mort. Alors, comme on ne comprend rien, on est paumé complètement, on n'y comprend rien, il y a toujours eu des mythes, des religions, des morales, des lois étatiques maintenant qui vous permettent de ne pas, comme nous le disions tout à l'heure, de ne pas être angoissé parce que vous pouvez agir. Vous savez que vous ne pouvez pas déplacer la ligne jaune, bon vous restez en dedans de la ligne jaune, bon puis vous pouvez agir avec un règlement de manœuvre. Et à ce moment-là, vous supprimez votre angoisse. Pour ça que vous disais que beaucoup de gens sont contents d'être dominés.
Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi depuis le début de nos émissions, vous n'êtes pas ce que l'on appelle vulgairement, du moins, enfin couramment, un croyant. Bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, et pas d'une façon très coercitive d'ailleurs. J'ai découvert par un ami qui, pendant mon adolescence, j'ai découvert le Christ. Bon, les évangiles, on me les a récités le dimanche à la messe, en pièces détachées, comme ça, par gouttes successives, dans les 52 dimanches de l'année. J'ai découvert que ce que je faisais, ce que je comprenais du monde, par mon métier, par ma profession, était parfaitement cohérent avec ce que je disais dans les évangiles. Et que je dis que vraiment c'est du point de vue esthétique. Du point de vue esthétique, c'est-à-dire pour moi l'esthétique c'est la science des structures, si vous voulez. Hein, c'est ça l'esthétique. C'est comment on s'organise les choses, d'une façon, c'est pas le désordre, c'est quelque chose d'harmonieux, bien. Et je trouvais que tout ce que je pouvais comprendre, ce que j'ai pu dire d'ailleurs depuis le début de ces émissions, vous le trouvez dans l'évangile, c'est le plus anarchiste de tous les anarchistes, le plus libertaire de tous les libertaires. Il n'y en a pas eu un comme ça. C'est pas un lieu commun, ça? Déjà énoncé par oui, peut-être que c'est un lieu commun, seulement lui n'a pas trouvé que c'était un lieu commun. On l'a foutu en croix, parce que justement il n'était pas conforme. Alors, un lieu commun qui vous amène à la croix, c'est pas tellement un lieu commun. Vous êtes, bon, vous n'aimez peut-être pas l'étiquette anti, mais disons que vous n'aimez pas particulièrement les religions, pas du tout, sans doute. Et vous ne croyez pas cependant que le christianisme, enfin, porte en lui la religion telle qu'on l'a connue, comme le marxisme, l'Union soviétique actuelle et la nuée, l'orage? Je pense que ce sont les hommes qui portent la déformation. Ils ont interprété... Vous en êtes un autre. Mais oui, bien sûr. Mais c'est nous qui déformons le Christ, c'est nous qui l'avons tué, qui continuons à le faire tous les jours. L'interprétation qu'on en donne, elle ne reposait jusqu'ici, pour moi, je précise bien pour moi, elle ne reposait sur rien. Ce qu'on appelle la religion catholique ou protestante, ça n'a aucune importance, reposait sur l'exégèse introspective, philosophico-psychologique de textes sacrés. Bon. Personnellement, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 2000 ans, ce que je trouve actuellement d'essentiel dans les comportements humains sont déjà tous là. J'en fais un énoncé qui n'est pas exhaustif, mais qui montre que tout ce que je viens de dire depuis le début, en particulier de cette séance, l'imaginaire était déjà. Hein, c'est l'imaginaire. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'imaginaire incarné. Bien sûr. C'est ce qui vous séduit. Eh oui. Henri Laborie, merci. Nous vous retrouvons mercredi prochain, même heure, même émission, l'invité quotidien de 20 à 22 heures. Pour Copernic, n'y a pas changé grand-chose. Ça, c'est pas on va voir catholique, que le chercheur, oui, très salace. Bonsoir.